Autorisé au décollage, 330 degrés, calme. Au sommaire de toute une histoire aujourd'hui. J'avais une malformation au niveau des voies biliaires. La transplantation s'avérait être la seule solution. Son cœur pouvait lâcher à tout moment. Il faut que le greffon corresponde, il faut qu'on soit compatible. De très beaux témoignages sur le don d'organes. De cette transplantation, il en est venu l'envie d'avoir une vie remplie et de ne pas gâcher un peu cette deuxième chance. Vous êtes la maman de Samuel qui a perdu la vie dans un accident de voiture. Mon fils a donné 4 organes. Je suis dans la joie de vous dire que les 4 personnes sont bien. D'avoir une maman comme vous, même si vous n'êtes pas notre donneuse, quelque part, vous l'êtes quand même. Un hymne à la vie. Quand on me dit je suis pas capable, j'ai cherché à prouver que si, je suis capable. Aujourd'hui, j'ai plus de barrière médicale. C'est très dur pour ceux qui partent, mais pour nous, c'est notre vie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de toute une histoire. Cette adorable petite fille que vous allez apercevoir derrière moi s'appelle Justine. À 5 ans, elle croque la vie à pleines dents et son sourire a fait fondre toute la rédaction. Mais Justine a un petit quelque chose qui la différencie des enfants de son âge. Elle vit avec le cœur d'un autre depuis qu'elle a 11 mois. Et c'est pour parler de ce don d'organes qui lui a sauvé la vie et pour sensibiliser un maximum de personnes à cette cause que ses parents ont voulu être là aujourd'hui. Bonjour Patrick et Thérèse. Merci d'être parmi nous. Vous êtes donc les heureux parents de cette ravissante petite fille. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ces images? Qu'elle est pleine de vie et que c'est juste une petite fille normale. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Très très bien. En pleine forme. En pleine forme. Nous souhaitions vous présenter aujourd'hui 2 personnes dont le destin est également lié à un don d'organes. 2 témoignages très forts, vous allez le voir. Alexandre, bonjour. Catherine, merci d'être avec nous. Alexandre, c'est votre joie de vivre et votre rage de vaincre, comme vous aimez le dire, qui nous ont touchés, qui ont touché nos équipes. Vous avez reçu une greffe du foie à l'âge de 3 ans. Oui. 20 ans après cette opération, comment vous vous portez aujourd'hui? Très bien, pas de soucis et une vie bien remplie. De cette transplantation, il en est venu justement une volonté de montrer qu'on est bien là et que justement on a une vie tout à fait normale et toujours envie de montrer plus et de ne pas être relégué un peu derrière en faisant attention tout le temps. C'est peut-être un devoir aussi vis-à-vis de l'être humain qui vous a permis de recevoir son foie? Sans doute. L'envie de pas gâcher un peu cette deuxième chance dont on a pu bénéficier et l'envie de pas décevoir, je sais pas, mais vraiment de pas gâcher et d'avoir une vie remplie et pour honorer en quelque sorte. Catherine, ça doit vous toucher, ce que vous venez Énormément. d'entendre. Je pense que c'est ce qui donne un sens à votre vie aujourd'hui. Ça me touche énormément dans le fait que je suis de l'autre côté du miroir, dans la famille des donneurs, que je représente d'ailleurs aujourd'hui, parce que mon fils est parti en donnant et ça fait chaud au cœur, je ne sais pas l'exprimer, je n'ai pas de mots assez forts pour le dire, mais je suis très heureuse d'être ici et de... En tout cas, c'est très généreux de votre part d'être présente sur notre plateau aujourd'hui. Vous êtes la maman de Samuel que nous voyons ici en photo. Samuel qui a perdu la vie à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture. Vous en aviez parlé ensemble, il avait toujours souhaité donner ses organes au cas où il lui arriverait quelque chose et vous avez juste respecté ses volontés. Quel est le sens de votre présence sur notre plateau aujourd'hui? C'est pour inciter? Le sens de ma présence, je dirais qu'il y a pour moi en tout cas 2 sens. Pour rendre hommage, comme je l'ai dit précédemment, à mon fils et à tous les donneurs d'organes, mais aussi par mon témoignage venir dire
quelle est l'importance du don d'organes. C'est de se situer avant que ça n'arrive, pour savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre qui a perdu la vie. Donc je suis là pour surtout dire aux gens, parlez-en s'il vous plaît, dites les choses, même si ça fait peur, même si c'est tabou, même si la mort fait peur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Est-ce que vous savez combien votre fils a sauvé de vie? Oui, mon fils a donné 4 organes. Je vais dire le cœur, le foie et les 2 reins. Je prends des nouvelles très souvent des personnes parce qu'on a j'ai un numéro avec la coordinatrice de greffe qui s'est occupée de tout. Et il y a 3 semaines, le papa a pris des nouvelles et je suis dans la joie de vous dire que les 4 personnes sont bien maintenant. Mais vous connaissez ces personnes? Non, normalement, c'est anonyme. Vous ne les connaissez pas, ces personnes? Non, mais on peut passer par donc la responsable de greffe, donc la personne chez qui on se dirige pour donner les organes, mais qui aussi appelle les receveurs. Donc, elle est coordinatrice de greffe. Sans forcément vous en dire plus, mais elle peut vous renseigner sur l'état de santé des personnes. Tout à fait. C'est ça. J'ai un numéro où je peux l'atteindre à tout moment. Bon, je ne sais pas la longueur de ma vie, mais en tout cas, c'est encore dans 10 ans, dans 20 ans, j'ai envie d'appeler et d'avoir des nouvelles. Elle envoie des mails dans les pays où sont partis les organes de mon fils. Et en retour, elle me ressonne. Et jusqu'à présent, les 4 personnes vont très bien. Alors, en 10 ans, le nombre de greffes a augmenté de 35% en France. Ce chiffre, aussi encourageant soit-il, ne résout pas le problème de l'attente, puisqu'aujourd'hui, plus de 20 000 personnes espèrent recevoir un greffon. Alors, pour nous éclairer sur le sujet, Florentine Garex, médecin, et Frédéric Farigou, notre psychothérapeute. Docteur Garex, bonjour déjà à tous les deux, merci d'être là. Vous êtes pédiatre, spécialiste des transplantations d'organes à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous connaissez très bien Thérèse et Patrick, puisque c'est vous qui suivez leur fille Justine. Tout à fait. Est-ce que nous sommes tous des donneurs potentiels? Alors la loi dit que nous sommes tous des donneurs potentiels si de notre vivant on ne s'est pas inscrit sur le registre national de refus. Toutefois, après, il peut y avoir des limitations médicales, c'est-à-dire qu'on peut recenser un donneur et puis que ça soit médicalement qui ne peut pas être prélevé. Et puis, la dernière parole est donnée aux familles, c'est-à-dire que les coordinatrices interrogent effectivement en premier le registre national des refus, mais si rien n'est notifié là-dedans, on va demander à la famille et c'est donc la famille qui décidera. Alors Frédéric, c'est un sujet compliqué à aborder avec ses proches et pourtant il est nécessaire de l'aborder. C'est ça. Ça reste quand même, le don d'organes reste un sujet extrêmement tabou. Donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de cette pratique. Alors sur le principe, beaucoup de gens sont d'accord, mais dans les faits, il se heurte encore à beaucoup de freins conscients et inconscients. C'est-à-dire qu'il y a tout un décalage entre notre fonctionnement psychique et les avancées de la science. Ce qui fait que dans certains cas, on réagit encore en fonction de l'homme primitif, c'est-à-dire avec des peurs archaïques. Et le don d'organes renvoie à ces peurs archaïques, renvoie à la peur du morcellement. Longtemps, il y a eu le tabou de la dissection, et c'était un sacrilège de toucher le corps, de le morceler, et ça renvoyait à une vision utilitariste du corps. Ça heurte aussi la peur de la mort, la peur archaïque de la mort. C'est difficile de parler du don d'organes parce que ça renvoie à notre propre mort. Parler de sa propre mort, c'est comme se porter malchance, c'est comme si on allait provoquer ça. Donc ça fait écho à des peurs très profondes. Donc c'est pour ça que c'est un sujet dont il faut parler avant. Il faut réfléchir sur le sujet, il faut lire, il faut échanger, justement pour en avoir une vision, pour modifier sa vision du don d'organes, pour en faire un geste ce qu'il est. Un geste de vie, un geste salvateur. Voilà, il y a ce fil de la vie qui relie tous les humains. C'est pour ça que vous aimez prendre des nouvelles de ceux qui ont reçu un organe de votre fils. Tout à fait. C'est une manière de prolonger son existence. C'est une manière de donner un sens à son geste, de le faire encore exister. Parce que je vais vous dire, si quelque part il ne s'était pas positionné, c'est très difficile. Très difficile de le faire. Au moment même, on est des robots. Bien sûr. Voilà. On doit déjà affronter l'impensable. C'est terrible.
Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Voilà ma présence, voilà pourquoi je suis là. Je crois que ce n'est pas facile, c'est pas évident pour tout le monde de le faire, justement, cet autre côté du miroir, qui est le deuil, un deuil familial, qui est une lourde chose, d'autant plus que c'est mon fils unique. Voilà. Mais je suis là et je représente et je veux en parler. Je ne veux pas que ça s'arrête comme ça. Et si mon témoignage peut aider quelqu'un à prendre une position, à se positionner, oui ou non, tout le monde est libre. Mais se positionner, je crois que c'est très important, ne fût-ce qu'un seul. Je suis là pour ça. Patrick et Thérèse, avant que votre fille ne soit confrontée à ce problème de la greffe, est-ce que vous-même vous étiez sensibilisée et informée sur le don d'organes? Alors je dirais informée normalement, c'est-à-dire que moi, c'était clair que en ce qui me concerne, je suis donneuse. Je pense que pour Patrick aussi. Oui, on avait un ami qui était décédé, qui avait donné ses organes. Mais c'est vrai que par contre, la question du don d'organes de nos enfants, ça par contre, on ne s'était jamais posé la question. C'est quelque chose qui ensuite est venu forcément. Pour nous, voilà, nous on avait peur de rien pour nous, enfin peur de rien, pas de tabou, pas de se dire je touche du bois. Mais c'est vrai que par contre, les enfants, nous on est aussi, comme vous Catherine, ici, en se disant si on touche une personne, ne serait-ce qu'une seule, c'est gagné, quoi. Mais pour les enfants, il faut aussi en parler, parce que nous, c'est ce qui s'est passé pour Justine, c'était un enfant, et que c'est encore plus difficile d'en parler. Alors, Justine n'avait que quelques mois lorsque sa santé a commencé à se détériorer. C'est en image que nous allons revenir sur cette période qui a été très compliquée pour vous et votre famille. Justine vient au monde le 14 décembre 2010. À 5 mois, la petite fille présente des symptômes qui inquiètent ses parents. Elle pleure sans cesse, vomit et ne peut plus manger. Il consulte une pédiatre qui remarque que son cœur a un aspect suspect. Des examens plus poussés permettent de poser un diagnostic. La petite fille souffre d'une maladie du muscle cardiaque. Il faut l'hospitaliser en urgence pour stabiliser son cœur. Au bout de plusieurs mois de traitement, son état ne s'améliore pas. Désormais, la transplantation cardiaque est le seul espoir. En octobre 2011, les parents de Justine décident de l'inscrire sur la liste d'attente de greffe du cœur. Les médecins doivent alors lui implanter un cœur artificiel pour assurer sa survie. Ouais, donc ça a été des mois d'incertitude, d'angoisse, de soucis, vraiment. De quelle maladie il s'agissait précisément? Mais en fait, c'est une cardiomyopathie dilatée. Donc en fait, elle avait son ventricule gauche qui était gonflé comme un ballon de baudruche. Dilaté, donc qui n'était pas capable de renvoyer le sang dans l'organisme. Et donc pour compenser ce manque de sang, elle augmentait sa fréquence cardiaque. Et son cœur pouvait lâcher à tout moment. En fait, on n'a jamais lâché Justine d'une semelle à partir du moment où elle est rentrée à l'hôpital. Ça, merci aux gens de l'hôpital qui nous ont laissé le faire. Parce que c'est pas facile. Parce qu'avec ce cœur artificiel, elle ne pouvait que rester à l'hôpital. Oui, on le voit là, par exemple. On ne peut pas rentrer chez soi avec un cœur artificiel. Ça me paraît difficile. Déjà sortir de l'AREA, ça a été compliqué. Après, chaque structure a sa propre organisation et ça ne fonctionne pas de la même façon partout. Mais en pédiatrie, il reste dans le secteur hospitalier. Ces machines permettent la survie. Si elles se bouchent, il faut l'intervention de chirurgiens cardiaques compétents immédiatement. Donc le temps de revenir d'un domicile, c'est juste pas possible. Vu qu'on fait une dérivation du sang, s'il y a la moindre fuite ou le moindre problème, il faut pouvoir intervenir très rapidement. Il faut du personnel compétent 24 heures sur 24 sur place, donc c'est à l'hôpital. Donc alors racontez-nous ce moment où vous apprenez qu'un cœur serait peut-être destiné à votre enfant. Patrick était rentré à la maison avec les deux grands garçons, vous verrez tout à l'heure. Et j'étais toute seule, je dormais dans la chambre de Justine, dans le loft. Et je venais de croiser la chirurgienne, d'ailleurs, Virginie, dans les couloirs, qui partait, qui rentrait chez elle. Est-ce qu'il n'y a que des femmes dans ce service, des super jolies femmes? Des Wonder Woman. Il y a beaucoup de femmes en pédiatrie, quand même. Et je venais de... Justine dormait, j'étais allée manger, je vais me coucher, je bouquine un peu, il était 10 h du soir.
Et là, je vois la porte qui s'ouvre. Alors, je fais un peu chien de garde parce que je voulais jamais qu'on réveille Justine. Je regarde qu'est-ce qui se passe et je vois Virginie habillée de nouveau en médecin et Florentine qui rentre dans la chambre, dit qu'est-ce qui se passe. Et elle me disait restez assise, parce que je me lève tout de suite, restez assise. Elle me dit on a un greffon. Je l'en. Donc là, ça fait tout bizarre. Ça se passe comment, Florentine, ce greffon, par exemple? Il venait d'où? Parfois, ils viennent de très loin. Ils peuvent venir de partout, de très loin. On est sur l'Europe, parce que les donneurs pédiatriques sont des donneurs extrêmement rares. Et du coup, ils peuvent venir de partout. Et il y a une organisation qui est très minutée. Et il faut une bonne adéquation entre les groupes. Donc ça veut dire qu'il y a une base de données voilà, il y a des bases de données, tout ça. Non, c'est géré par l'Agence de biomédecine, qui est une agence d'État, qui a la mission de régler tout ce qui est don d'organes et attribution. Donc, qui s'occupe, les coordinations sont des personnes qui dépendent de l'Agence de biomédecine. Et tout ce qui est l'attribution des greffons dépend de l'Agence de biomédecine. L'acceptation dépend des équipes qui s'occupent des patients, en disant le greffon correspond aux patients à ceux dont on a besoin, mais l'attribution, heureusement, ce ne sont pas les équipes qui font les deux choses. Donc, à ce moment-là, Justine n'avait pas 1 an. Non, elle avait 11 mois. Petit bout de chou. 11 mois, 18 novembre 2011. Et comment on lui explique ce qui se passe? Parce que ça veut dire quoi? Que très vite, il faut qu'elle soit en fait, opérée? Oui. Donc, on m'a dit... entre le moment où vous entrez dans la chambre et le moment où elle est opérée, il se passe combien de temps? Ils sont venus la chercher, je pense, vers 1 heure ou 2 heures du matin. Peut-être 3 heures du matin. Oui, ça s'est passé la nuit même. Ah oui, ça s'est passé la nuit même. J'ai eu le temps de prévenir Patrick pour qu'il arrive. J'ai eu le temps de sauter partout, de faire le tour de tous les services pour leur dire que ça y est, c'était bon. Et puis, Justine, elle dormait. Donc, on a surtout fait attention de ne pas la réveiller parce que je pense que c'est quand même une grosse opération. Donc, vous ne lui avez pas du tout... il a fallu la réveiller, l'habiller, la nettoyer, la laver. Donc, on lui a expliqué, on lui a parlé. Bon, elle avait 11 mois, donc... Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que c'était la greffe, que c'était maintenant et que de toute façon on y allait. Donc enfin on allait pouvoir se débarrasser de cette machine qui était extraordinaire. Mais... Qui lui a permis d'attendre cette greffe. Voilà. Cette deuxième naissance. Ça c'était donc après la greffe. Elle avait bien sûr plein de pansements. Et elle faisait un peu Télétubbies. Et quoi? En fait, c'est parce qu'elle avait des voix. Elle avait des voix au niveau du cou et pour pas s'accrocher, on lui avait mis ce filet. Des quoi? Des voix, des perfusions. Voilà. Petite poulette. Voilà. Alexandre, vous aviez 3 ans quand vous avez reçu votre greffe du foie. Vous vous en souvenez de cette opération? Vous en gardez des souvenirs aujourd'hui? Aujourd'hui, les seuls souvenirs que j'ai, j'arrive pas à faire la part des choses entre savoir si c'est des souvenirs que je me suis fabriqués de ce que mes parents ont pu me raconter ou si c'est des souvenirs réels. Donc j'ai des images d'hôpital, de lit, de blues, peut-être même de bloc opératoire, mais je ne sais pas du tout si c'est mes propres souvenirs ou si je me les suis construits parce que j'ai erré dans l'hôpital dans lequel j'ai été transplanté pendant pas mal de temps. Donc les locaux, je les connais, mais alors est-ce que je me suis construit ça ou est-ce que ce sont des vrais souvenirs? Je ne sais pas du tout. Frédéric, est-ce qu'un si jeune enfant est conscient de ce qui se passe? Pas forcément, tout comme le jeune enfant n'est pas forcément conscient de la mort, il y a quelque chose d'abstrait dans tout ça. Par contre, il est très réceptif à toutes les émotions des parents, que ce soit l'anxiété, que ce soit l'angoisse. Donc ça, il est très sensible à tout ça. Et c'est très important, quel que soit l'âge, de lui expliquer, comme vous l'avez fait très simplement, avec beaucoup d'attention et de bienveillance, parce que ça, c'est important. Même si on a le sentiment que l'enfant ne comprend pas, en fait, il entend, il comprend. Et c'est rassurant pour lui de savoir ce qui lui arrive, dans quel contexte il est, même si on a le sentiment que voilà, c'est pas utile, ça l'est. C'est important qu'il entende ce qui va se produire pour lui, parce que ça le concerne, ça concerne sa propre histoire, et c'est important de le formuler. Est-ce que vous avez eu des informations sur le donneur, Non. Non, rien. Non, du tout. Vous n'avez pas cherché à en avoir? Non, non. Je crois que j'ai... Oui, si, je crois. On t'a fait une lettre. J'ai fait une lettre, j'ai envoyé une petite lettre, puisque c'est possible de faire passer par l'agence de biomédecine. Il n'y a pas eu d'informations. C'est un don obligatoirement anonyme?
Oui, l'anonymat est important. Bah, déjà, c'est la loi. Et on doit respecter la loi. Mais c'est important et cette loi, elle a été faite après de mûres réflexions de comités de médecins, de psychologues, d'éthiciens, d'un ensemble de personnes qui ont travaillé sur ce sujet pour justement respecter les parcours de chacun. Et il y a les parcours des donneurs qu'il faut respecter, il y a les parcours des receveurs qu'il faut respecter. Après, vous en parlerez sûrement mieux que moi, mais voilà, chacun a son identité et il ne faut pas les confondre. Et c'est important que ça soit encadré par la loi parce que sinon il pourrait y avoir n'importe quelle dérive dans tous les sens, bonne ou pas bonne. Hein. Donc c'est important. Et même s'ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et c'est très, ce cloisonnement, il est capital en fait parce que le don est à sens unique. C'est un don. Il ne doit pas y avoir de contre-don. Sinon, ce cloisonnement, il est important parce que sinon, ça mettrait le receveur dans une dette jamais possible à payer. Donc, c'est important que ce soit respecté pour que vous, comme vous le disiez très justement, le parcours de chacun soit respecté, que les familles en deuil puissent faire leur cheminement et que celui aussi qui reçoit la greffe puisse faire son propre cheminement, c'est-à-dire intégrer ce corps étranger et petit à petit se l'approprier psychologiquement, physiquement, et puis prendre de la distance avec son greffon, prendre de la distance avec son donneur, non pas pour l'oublier, mais justement pour que ça ne pollue pas et que ça permette d'intégrer. Parce que le but, c'est que la greffe fonctionne. Pas qu'à un moment, elle soit rejetée parce qu'il reste au donneur. Catherine, qu'est-ce qui s'est passé le jour où votre fils a perdu la vie? Comment ça s'est enchaîné, tout ça? Samuel est parti le matin pour aller au travail et il a eu un accident. C'est avéré qu'on m'a appelé, donc la police est venue chez moi et j'ai été prévenue 2 heures plus tard. Donc je suis arrivée aux urgences. Et aux urgences, l'état de mon fils était très mal. Il avait subi un scanner du cerveau. J'ai demandé au médecin d'être direct avec moi, de me dire les choses parce que je voyais que c'était très grave. J'ai dû prendre position très rapidement. Mon fils voulait donner. Et je l'ai dit. Et là, le médecin m'a dit, Madame, merci. Ne me dites pas merci. Dites merci à mon fils. Il est là. C'est très difficile de prendre position parce que je vais peut-être être un peu indélicate, mais le corps est chaud, le cœur bat. Et il est maintenu en vie par une machine. Je n'ai pas eu beaucoup de choix dans le temps. Pourquoi? Parce que la mort était imminente. Donc je pense que, voilà, papa est arrivé, la famille est arrivée et j'ai dit ce que mon fils voulait. Et voilà, c'est parti et ça s'est enchaîné. C'est très important ce que vous dites, Catherine, parce que c'est souvent ça qui fait obstacle et qui fait que les gens refusent. Parce qu'effectivement, le corps est encore chaud, parce que le corps reste ce lien, le dernier lien charnel avec le disparu. Et c'est difficile de se détacher et d'accepter de se détacher de ce dernier lien, de pouvoir le toucher, de pouvoir être en contact encore avec lui. Oui, c'est une chaîne d'amour. En tout cas, pour moi, c'est la continuité d'une partie de mon enfant, même si quelque part, je sais très bien me limiter et dire oui, c'est une partie de mon enfant qui vit, mais la personne qui reçoit n'est pas mon enfant. Ça, c'est important. Tantôt, vous parliez de la lettre, de ce fameux petit mot que vous avez écrit. J'aimerais tant recevoir cette lettre. Anonyme ou par le biais de la chaîne, peut-être, je n'en sais rien. Mais c'est ça fait plaisir, c'est une reconnaissance, c'est énorme. Nous, famille endeuillée, toute ma famille porte le deuil et c'est jusqu'au bout de mon dernier souffle, d'autant plus que c'est mon seul enfant. C'est affreux et voilà. Il n'y a pas de mots, je crois, assez forts pour exprimer les choses, qui est le don d'organes, qui est la poursuite de cet amour. Moi, je dis c'est une chaîne d'amour qui se continue par l'être humain et par l'amour et par le don. Et voilà. Patrick et Thérèse, vous devez être très touchés par ce témoignage. Oui, forcément, parce que
Pour nous, c'est l'autre côté, ce que vous disiez. Oui. Et c'est vrai que nous, en tant que, je dis nous, en tant que receveur, c'est comme je vous ai dit, j'ai sauté partout, j'étais heureuse. C'est la vie de ma fille, c'est sa deuxième naissance, c'est son annigreffe, c'est tout ça. Et c'est vrai que d'avoir une dame comme vous, une maman comme vous, qui vient, qui a dit le désir de son fils, qui était dans la souffrance, et qui vient pour parler du don d'organes, c'est pas courant, c'est super courageux. Et nous, ça nous permet aussi parce qu'on n'est pas en contact avec vous finalement. Oui. Donc ça nous permet aussi de nous rencontrer, même si vous n'êtes pas notre donneuse, quelque part, vous l'êtes quand même. C'est ça. Catherine, c'est comme si vous receviez la lettre que vous avez toujours espérée, ce dialogue-là. Oui, mais réellement, j'aimerais le recevoir d'un receveur de mon enfant. Voilà. Maintenant, c'est un échange bouleversant, ce que l'on est en train de vivre là. C'est bien. Je l'ai fait dans certains sites du don d'organes, sur des sites en... D'ailleurs, je me suis fait des amis terriblement, et c'est bouleversant. Mais en vrai, je n'avais jamais rencontré, et je vais vous dire, si vous me remerciez, je vais vous dire que votre témoignage m'aide aussi. C'est un échange. Exactement. Merci. Merci. Justine est donc sortie de l'hôpital seulement 3 semaines après cette opération. Comment allait-elle? Elle était dans quel état quand elle est sortie de l'hôpital? Elle allait très bien, parce que 3 semaines, ça fait court. Moi, j'y croyais pas non plus, qu'on allait sortir au bout de 3 semaines. Elle est sortie quand même 1 semaine avant son anniversaire, avant ses 1 an. Ça, on n'aurait jamais imaginé, quand on a compris où est-ce qu'on allait, qu'on pourrait être dehors pour ses 1 an ou pour Noël, puisque c'était juste après. Et on a réappris à vivre tous ensemble, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup le temps d'être en famille. Il y avait tout ça qui nous était tombé dessus. Bon, Elliot a un masque parce qu'il avait le rhume. Donc c'est là que commence l'autre vie, la vie post-greffe, où il faut faire attention à tous les petits microbes, tous les virus, et ça, il faut être extrêmement attentif, mais on s'y est bien fait. Oui. Alors sur les traitements et les précautions à prendre après une transplantation, vous dites que ce sont des traitements à vie? Déjà, voilà, ce sont des traitements à vie, puisque aujourd'hui on parle de transplantation d'organes et on ne parle pas de greffe de cellules souches ou de greffe de moelle. Donc c'est un petit peu différent, et la greffe de tissu qui est encore très différente. Et donc la transplantation d'organes, c'est à vie, parce qu'en fait il n'y a jamais de congruence parfaite. Et du coup ce traitement il se prend à vie, à heure régulière. Alors les molécules évoluent et dans le temps. Il y a aussi une grosse attention qui est faite sur le risque infectieux, puisque pour tolérer l'organe, il faut diminuer les défenses immunitaires. Et donc, du coup, on est très à risque de faire des infections. On est aussi très à risque de faire des tumeurs et des cancers. Donc, il y a une surveillance médicale qui est très importante, parce que notre système immunitaire nous permet de nous défendre contre des infections, contre tout ce qui n'est pas bon pour nous. C'est notre système immunitaire qui s'en occupe. Tout ce qui est corps étranger. Voilà. Et l'organe greffé est un corps étranger. Quand on diminue ce système immunitaire, on a les complications qui en découlent. Et c'est cette surveillance. Et puis après, exactement comme on explique la maladie, je crois qu'on explique aux parents la surveillance qu'il faut faire. Et puis après, on est surtout, on se voit régulièrement. Bon, après, ça s'espace dans le temps. On arrive à des visites tous les 3 mois en foie ou en greffe thoracique, tous les mois en greffe rénale. Donc, c'est des suivis qui sont quand même extrêmement rapprochés. Est-ce qu'au-delà d'une certaine limite, d'un certain nombre d'années, le rejet n'est plus possible? Si. Le rejet est toujours possible, à vie. Il y a quelques situations, et probablement en greffe hépatique, quelques patients, alors ça reste des tout petits nombres, qui ont besoin de peu de traitement, mais qui ont besoin d'un traitement. Et si en transplantation cardiaque, 25 ans après une greffe, on arrête un traitement, c'est le rejet. Et ça, c'est... Donc, il ne faut pas l'arrêter. Donc, c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Non, on l'oublie. Franchement, on s'y fait. Il y a plein de gens qui prennent des médicaments tous les jours. Donc, Alexandre, justement, vous allez nous raconter votre expérience
de tolérance de ce greffon. Est-ce que ça a été plus contraignant lorsque vous étiez enfant qu'aujourd'hui ? En fait, les contraintes, c'est plus mes parents qui les ont eues, puisque au tout début, c'était du dosage qui se faisait un peu à la manière d'un petit chimiste, avec la seringue, un dosage très précis. Il fallait mélanger que dans un type de jus. Une fois qu'on avait commencé ce type de jus, il fallait rester dessus. Donc c'est toutes ces contraintes logistiques. Moi, finalement, c'est mes parents qui ont absorbé absolument tout. Et à partir du moment où les gélules, les comprimés sont apparus, j'étais un peu en âge de me débrouiller. Et il y a des contraintes en termes de métier, etc. Puisqu'en tant que, pour l'armée, l'armée est fermée aux greffés, des choses comme ça. Mais finalement, c'est pas vraiment une contrainte. C'est vous prenez les médicaments. Et alors, c'est peut-être la différence entre un greffé enfant et un greffé adulte. C'est que j'ai pas eu de rupture. Moi, j'ai grandi avec et les médicaments, ça fait partie de mon quotidien comme j'en sais rien, de se brosser les dents le matin, il faut le faire et c'est normal, quoi. Il y a des choses qui vous sont interdites ? Oui, donc les métiers de l'armée. Et alors le pilotage a été longtemps, interdit, je sais pas. En tout cas, c'était pas, c'est pas acquis de droit. Et c'est dommage. Et c'est en train de s'ouvrir un petit peu. C'est l'une de vos passions. Exactement. Et en fait, c'est... alors, je ne pense pas qu'il y ait de règles d'or qui puissent être établies. Ça dépend vraiment du profil, de comment est-ce qu'on accepte le greffon, de la stabilité un peu de tout ça. Et donc, ça permet d'avoir... en fonction de ça, les autorités accordent ou non la licence, le certificat médical qui autorise justement à devenir pilote privé dans un premier temps et professionnel. Parce que c'est votre objectif. J'aimerais bien, c'est l'un des objectifs. Après, la route est longue, mais en tout cas, aujourd'hui, la balle est dans mon camp puisque j'ai plus la barrière médicale. Et le reste ? Et le reste, non, il n'y a pas de... Pas d'interdiction, on vit normalement. J'ai pas de... beaucoup de mes amis découvrent après coup que je suis transplanté, parce qu'ils ne me voient pas prendre mes médicaments. C'est pas marqué sur mon visage, parce que c'est transplanté du foie, c'est vraiment l'abdomen. Et puis je me présente pas en tant que greffé initialement. Les gens se posent des questions quand je prends pas d'alcool, alors que tout le monde prend une bière, des choses comme ça. Mais non, on vit normalement, on peut voyager, on peut... Vous dites qu'aujourd'hui, parfois même, vous oubliez que vous avez été greffé ? Un peu. Au quotidien, c'est pas quelque chose... Alors, j'ai la piqûre de rappel à 10h et à 22h. C'est des heures fixes ? Oui. Je pense que c'est pour une meilleure absorption des médicaments. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est parce que la quantité qui circule dans le sang, au bout d'un moment, n'est plus suffisante. Donc, il faut que ça soit régulé. C'est des profils d'absorption un peu particuliers. D'accord. Donc non, on oublie, même quand j'en présente à des enfants, quand je présentais quand j'étais plus petit, les enfants me disaient « Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et puis alors là, quand on est peut-être plus vers l'adolescence, alors là, je pouvais leur raconter n'importe quoi et c'était... On devient un héros ? C'est ça un peu. C'était oui, alors tu comprends, j'avais même fait croire que quand on était en Afrique, c'était un requin qui m'avait mangé un petit bout et que mon père militaire m'avait tué le requin. Vous avez une grosse cicatrice, pardon de vous demander ça. Mais... Oui, ça prend tout l'abdomen. En fait, il y a une première, parce que j'ai une première opération. La première part de la gauche vers la droite jusque-là, et celle de la transplantation part en dessous du sternum, descend au milieu de l'abdomen et se sépare en Y inversé un peu de part et d'autre. Donc c'était vraiment ouvert, je pense, à livre ouvert. Hein, ils voyaient tout, je pense. Donc oui, c'est assez marquant. Après, j'ai grandi avec. Donc la peau s'est lissée et c'est visible, mais j'ai pas la cicatrice qui a boursouflé comme on peut avoir chez des adultes. Et alors aux filles, vous leur racontez quoi ? Que vous êtes allé en Afrique et que vous êtes battu avec des crocodiles ? Non. En ce moment, je raconte la vérité. Ah bon. Mais les gens n'osent pas forcément poser des questions. Les premières réactions que j'ai, souvent, c'est « Oh, mon pauvre !» Parce que les gens ne savent pas trop. Et puis je me dis « Non, justement, c'est super. Tant mieux, finalement. » Alors, il paraît que vous passez votre temps à relever des défis. Alors, passer mon temps, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien. J'ai un défaut, c'est que j'aime pas qu'on me dise que je ne suis pas capable. Et c'est un peu débile, mais quand on me dit que je ne suis pas capable, j'ai cherché à prouver que si, je suis capable. Par exemple par exemple, le pilotage. C'est-à-dire que quand je posais la question un peu à des médecins, les gens me disaient non, tu es transplanté, a priori c'est une inaptitude. C'est pour ça que j'ai tenté 2 fois aussi de rentrer dans l'armée. On m'a dit non une première fois, puis j'ai tenté par une autre porte, mais on m'a redit non. Bon, j'ai compris la leçon. Et vous allez retenter une 3e ? Je sais pas encore en tout cas.
Mais Et alors, il paraît que le pilotage, vous n'y avez pas renoncé. Et c'est une femme qui vous a donné envie de vous accrocher à cette idée. Exactement. Alors, une femme que j'ai jamais rencontrée. Nous, on la connaît, elle est venue plusieurs fois sur notre plateau. D'accord. Bah, son témoignage, ça m'a vraiment marqué. Donc, Dorine Bourneton, qu'on peut voir. Alors, c'est une dame qui, à la suite d'un accident d'avion, a perdu l'usage de ses jambes. Et donc, a priori, physiquement, tout portait à croire qu'a priori, le pilotage, c'était un peu fini. Enfin, c'était pas fini parce qu'elle n'avait pas commencé, mais c'était assez difficile. Et c'est une dame qui s'est battue tout le temps pour faire reconnaître auprès des autorités, etc., obtenir les droits et tout ça. J'ai eu la chance de l'avoir volée au Bourget cette année avec une démonstration de vol acrobatique. Et c'est vrai que je me suis dit, mais moi, on m'a toujours dit non, et je me suis toujours arrêté à ça. Et c'est vrai que je me suis dit que j'avais pas trop le droit. Enfin, pour moi, je m'étais pas du tout battu, en fait. On m'a dit non, donc c'était non. Et c'est un peu cette histoire qui m'a donné envie de tenter le coup. Donc, les parents m'ont un peu porté aussi sur cette décision. Donc, j'ai commencé par l'aptitude de pilote privé et après par l'aptitude de pilote professionnel. Puisque avant de me lancer dans une formation de pilote professionnel, je voulais être sûr de pas d'avoir le droit médicalement parlant d'accéder à ce métier. Et alors, par des échanges, des mots de mon chirurgien, de mon hépatologue, des bilans sanguins à envoyer, la DGAC a émis une dérogation et aujourd'hui, j'ai plus de barrière médicale pour ces fonctions. Alors aujourd'hui, vous vivez une vie à 100 à l'heure et ce rêve de devenir un jour pilote de ligne ne vous quitte pas. Justement, il y a quelques jours, vous avez commencé vos premiers cours de pilotage et vous avez embarqué notre équipe pour une session privilégiée la tête dans les nuages. À Toulouse, aérodrome de Lasbord. Pour Alexandre, c'est un grand jour. Salut Alexandre, bonjour pour la leçon, je t'avais contacté hier. Donc voilà, je viens pour un brevet de pilote et donc voilà, c'est un ami qui m'a parlé de l'organisme et donc il paraît qu'il y a une bonne ambiance et voilà. Pas de souci, ça marche. On va aller prendre en compte l'avion, on va briefer un peu sur le vol du jour qui va surtout être un vol de bilan, de savoir où t'en es parce que tu as fait du planeur déjà, c'est ça? Un petit peu, ouais, exact. Voilà, donc comme ça on en saura où on en est pour savoir comment on va démarrer effectivement le programme de formation. On va voir l'avion? Ok, d'accord, ça marche, je te suis. Ouais, ta spécificité et la prévoit. Tu vois, si ça accroche, c'est qu'il y a un accro quelque part et c'est pas bon. Tu vois le niveau, la visserie des carénages, l'état des pneus. Je vérifie le débattement, qu'il n'y ait pas de point dur et pas de jeu. Voilà. Ok. Ce que je ressens avant de monter dans l'avion, c'est surtout de l'excitation, parce que c'est la première fois que là, du coup, je vais prendre une partie des commandes, etc., sous tutelle d'un instructeur, évidemment, mais pas d'appréhension, mais une grosse envie de voler, là, par contre. Ça va, tu le sens bien? A priori en l'air, je suis bien, donc ça va bien se passer. Pour la gauche. On va pouvoir avancer tranquille, garde la main sur les gaz, en mettant un tout petit peu de gaz. Kilo Charlie, alignez-vous 33, autorisé au décollage, 330 degrés, 15 nœuds. C'est parti pour 1h15 de vol aux manettes d'un DR400, un petit avion à moteur quadriplace. Tire, allez, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient en l'air, tranquille, pas trop. Tout se passe bien. Quand je suis maillot dans l'avion, le premier mot qui me vient, c'est juste bien. On réduit tout. Alors, tes impressions pour ce premier vol, première leçon? Super, mais j'étais un peu tendu, enfin je sentais que j'avais un peu tendu, le temps de reprendre un peu les marques, etc. Mais non, on est bien là-haut, j'avais pas peur, non, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. On sent que tu as déjà piloté, on sent aussi que tu en veux et qu'il y a la motivation et que tu t'appliques à bien faire. Tant mieux.
Je pense qu'il a tout à fait la rage de vaincre nécessaire et suffisante pour être pilote. Il a réellement une motivation et qu'il veut vraiment aller au bout de son objectif personnel et au bout de son rêve. Greffé ou pas greffé, a priori, il n'y a pas de barrière, en tout cas physique. Il ne faut pas baisser les bras tant qu'on n'a pas utilisé toutes les cartouches. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis un peu conformé à ce qu'on me disait, sans jamais avoir essayé en fait. Il ne faut pas baisser les bras. Tu veux attaque demain, c'est ça? Ouais, avec plaisir. Ça marche. Allez, merci en tout cas. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de la détermination d'Alexandre? Ben, en fait, je trouve que c'est sa manière à lui en fait d'honorer son donneur, c'est-à-dire que cette seconde chance qui lui a été offerte, cette renaissance, eh ben, il la vit à 200%, donc il va jusqu'au bout de ses rêves. Et c'est ce que j'entends de la part de beaucoup en fait, de greffés. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le syndrome de Lazare, c'est-à-dire que c'est cette renaissance qui est offerte, qui fait que cette vie qui est offerte, on va l'honorer au maximum. Et c'est une manière de respecter le don, c'est une manière de lui rendre hommage. Alors, vous nous parliez de cette pilote que vous ne connaissiez pas. Il se trouve que nous l'avons reçue plusieurs fois et nos équipes sont entrées en contact avec elle pendant la préparation de cette émission. En entendant parler de votre histoire, elle a souhaité vous faire parvenir un message. Bonjour Alexandre. Donc voilà, c'est Dorine. J'ai découvert ton histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai appris donc que tu étais devenu pilote. Je te souhaite plein de beaux vols merveilleux, toujours au-dessus ou en dehors des nuages, et beaucoup de plaisir à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un terrain. Ouais, surtout, je pense qu'on doit pouvoir organiser cette rencontre, hein, j'imagine. Ah bah, ce serait avec plaisir. Ouais, ça doit être possible, hein, on doit pouvoir l'organiser, on doit pouvoir la filmer, on doit pouvoir être là. Qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre à Dorine? C'est que j'aimerais bien la rencontrer tout d'abord, que pour moi ça a été vraiment un... J'ai pas trop d'autres expressions, mais un vrai coup de pied aux fesses un peu pour me bouger. Parce que je me morfondais pas, mais c'est vrai que j'étais toujours bon, j'ai pas le droit, bon, c'est dommage. Puis bon, j'en restais là. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment motivé. Le fait de l'avoir volé au Bourget, c'est l'aboutissement de tout un combat pour cette dame. Et c'est une très belle leçon de vie, je trouve, ce qu'elle a fait aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre donneur quand vous êtes au-dessus des nuages? Alors, oui, mais alors c'est pas constamment. Je vis pas avec cette pensée du donneur en fait constante. On y pense puisque disons que si le pilotage n'avait pas été contraint initialement, j'y aurais peut-être pas spécialement pensé. Là, c'est du fait de ma greffe, ça a été une barrière qu'il a fallu dépasser. Oui, on y pense. Après, c'est vrai qu'on y pense, c'est plus un petit clin d'œil, bah merci. Et après, cette pensée, elle c'est pas comme une pression, c'est plus quelque chose qui nous accompagne, qu'on oublie, qui reste un peu en veille dans un coin de la tête, mais qui est pas comme alors pas comme une épée de Damoclès, c'est pas le mot, mais qui est pas présente et qui ne bloque pas toute la pensée, en tout cas du moment. Déjà parce que pour piloter, il faut être concentré. Mais vos parents, ils y pensent, eux. C'est important de célébrer chaque année la greffe. Il y a un gâteau, il y a une messe aussi. C'est ça, tous les 2 juin, donc mes parents font donner une messe un peu en l'honneur du... Ils sont là, j'imagine que ce sont Exactement. eux que je vois derrière vous, parce que je vois une dame qui a l'air totalement fan de vous. Donc je me suis dit, ça doit être sa maman. Hein, donc on célèbre cette greffe. Voilà. Et quand j'étais petit, c'était un 2e anniversaire. Aujourd'hui, on est assez éloigné géographiquement, donc je ne remonte pas spécialement tous les 2 juin. En tout cas, il y a une attention. Moi, c'est vrai que de plus en plus, je le signale à mes amis. Non, tiens, aujourd'hui, ça fait 20 ans, donc cette année, ça fera 21 ans, etc. Alors, on rigole un peu dessus. Ça y est, mon foie est majeur maintenant. C'est la majorité internationale du foie. De plus en plus, mes amis sont... Avant, j'en parlais pas spécialement, non pas par pudeur, je suis ouvert à toute question. Par contre, je le présentais pas et de plus en plus, j'en parle de moi-même avec les événements auxquels je participe, etc.
Alors Catherine, il y a une personne en particulier avec laquelle vous vous êtes liée d'amitié et qui compte beaucoup pour vous. Qui est-elle ? En fait, donc j'étais sur ces sites de donneurs d'organes où quelque part, j'ai cherché l'autre côté du miroir, en tout cas pour les donneurs, les receveurs. Je voulais trouver ce qui allait me booster dans le fait de ce don, parce que c'est fort. Et je suis tombée sur des personnes. Et entre autres, il y avait une dame qui s'appelle Christelle, qui recherchait d'être transplantée bipulmonaire, qui était sur des conditions atroces. Elle était en compagnie de son amie, la bonbonne d'oxygène. Elle ne savait plus faire aucun effort. Elle ne savait plus tenir debout. Elle ne dormait plus. Elle étouffait la nuit. Et tout ça, elle me l'a expliqué. Et puis c'est le message qui tombe. Et le message qui tombe me bouleverse. Voilà, j'ai reçu un coup de fil. Je pars. Je vais être transplantée aujourd'hui. C'était un 1er mai. Je m'en souviendrai toujours. Elle est restée en conversation avec moi. Donc elle est partie à l'hôpital Bichat, des Françaises. Et tout le long, tant qu'elle a eu de la batterie sur son GSM, on est resté en conversation. Elle m'a donné ses peurs. Elle avait atrocement peur. Je l'ai réconfortée. J'étais là. Voilà, c'est mon amie Christelle et je l'adore. Vous l'avez déjà rencontrée, Christelle ? Mais malheureusement pas, parce que Christelle est quand même assez loin de moi. Et, elle a été greffée quand ? Elle a été greffée le 1er mai, donc il y a 2 ans, donc en 2014. Voilà. D'accord. Christelle a été greffée des poumons. Elle est revenue sur le site après 3 semaines. J'étais d'une impatience à avoir de ses nouvelles. J'imagine. Et ça continue parce que là, elle m'a dit je pense à toi, je t'envoie des ondes positives pour l'émission. Vous en avez eu quand pour la dernière fois ? Des nouvelles ? Ah ben il n'y a pas longtemps. Mais Christelle, elle m'a mis des petits mots encore hier soir. Ah bon. Donc, et aujourd'hui, vous en avez eu ? Aujourd'hui pas parce que je me suis un peu déconnectée. Oui. Eh bien, on va lui demander d'entrer alors. Alors, vous habitez à combien de kilomètres l'une de l'autre? Je n'ai pas bien compris. Alors, vous habitez pas en France? Vous habitez où? En Belgique. En Belgique. Et moi, j'habite dans la Somme. Dans la Somme. Vous n'êtes pas si loin, alors? Non. Hein? On avait 2 heures. 2 heures. Donc, en fait, vous êtes très souvent en contact, si je comprends bien. Vous comptez énormément l'une pour l'autre, mais vous ne vous étiez jamais rencontrés. Non. Non. Non, non. C'est une sacrée surprise, non? Ouais. Catherine? Oh, je suis contente. Donc, non seulement vous êtes venue pour C'est faire arrivé à me avancer faire pleurer. Hein. une Je m'étais mis en cause. condition. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Catherine? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Dans un moment où vous étiez très angoissée, Oui. Oui. elle a su vous rassurer, vous apaiser. Oui, exactement. Oui. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Vous supportez bien cette greffe? Oui. Votre vie a changé? Oh oui, beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous regardent et justement peut-être qui ont du mal à se positionner sur ce sujet? Que c'est très dur pour ceux qui partent, malheureusement. Mais pour nous, c'est notre vie. On revit. Moi, je revis, en tout cas, depuis bientôt 2 ans. Catherine, vous donnez énormément à ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, ils ont voulu vous rendre l'appareil. Regardez. Voilà Tantine, je t'adresse ce petit message pour te dire que je t'admire beaucoup, que j'admire ta force de caractère, que j'admire ton courage. Et que Sam, d'où il est, il doit être super fier de sa maman. Il doit se dire, purée, ma mère, elle est trop top. Et ne change pas, on t'adore, vraiment. Ma petite sœur, je voulais te dire que je suis très fière de toi, parce que le combat que tu mènes ici n'est pas facile. Mais malgré tout, tu continues de vivre, tu continues de faire vivre Samuel. Tu honores sa mémoire, et votre amour ici-bas est toujours aussi fort. On est tous fiers de toi pour ta démarche à l'émission.
Surtout là où Samuel doit être très fier de sa maman. On te souhaite une bonne émission et reste comme tu es. Bisous. Salut Kat, je te fais cette petite vidéo pour te dire à quel point j'admire ton courage, j'admire tout ce que tu fais pour Sam. Sache une chose, c'est que je serai toujours là pour toi. Et un petit message pour mon pote. T'es parti beaucoup trop vite. Tu me manques. Parfois c'est dur. J'y pense. Je t'embrasse, j'espère te voir bientôt. Quel cadeau. Merci à tous. Alors, on va vous laisser reprendre vos esprits et pendant ce temps, nous allons accueillir les enfants de Patrick et Thérèse, cette petite fille pleine de vie dont on vous parle depuis le début de l'émission. Elle est accompagnée de ses deux grands frères. Voici Justine, Elliot et Noé. Ils ont bonne mine, ces petits. On sent qu'ils habitent dans le sud. Hein, on voit qu'il y a du soleil dans le sud. Dis donc, Justine, tu as un joli t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est quoi le dessin? Un cœur. Hein? Un cœur. Et pourquoi tu portes un cœur sur ton t-shirt? C'est elle qui a choisi le t-shirt? Oui. Oui. Je l'ai choisi hier. Ouais. Elle est très consciente de ce qu'elle a vécu, vous en parlez ensemble? Alors on en a pas mal parlé avant l'émission quand même, pour voir un peu. On a toujours à la maison le livre de la greffe de Justine, qui est un album photo, qu'on a fait très vite après la greffe, pour nous aussi, pour pas oublier, parce qu'on oublie vite les noms, les visages, et pour tout garder, et puis pour que Justine puisse le lire et le regarder régulièrement. Donc elle sait, et maintenant, je pense que comme toi, ce cœur, elle l'a depuis qu'elle a 11 mois et elle a vécu plus avec celui-là qu'avec l'autre. Donc voilà, c'est le sien. Alors Patrick et Thérèse, vous nous parliez tout à l'heure de vos anges gardiens, l'équipe médicale qui a suivi Justine. Justine est devenue un petit peu l'égérie du service et justement ils ont voulu vous faire une petite surprise aujourd'hui. Ah non. Regardez. Plein d'amitié, plein de bisous à elle et puis ainsi qu'à tous les gens qui ont une transplantation d'organes, qui sont en pleine forme et qui montrent que la greffe, ça marche. Bon, alors coucou Justine, coucou papa, coucou maman. Autour de moi, tu vois qu'il n'y a que des gens qui se sont occupés de toi et très très bien de toi. Donc on a tous plein de souvenirs. Ton histoire, elle est assez extraordinaire parce qu'elle a été longue, difficile. Et puis moi, en conclusion, j'aurais juste un petit message personnel pour papa. Vive à CDC et il comprendra. Coucou Justine. Coucou. Bisous. J'imagine qu'à votre tour, vous avez des choses à leur dire, à eux aussi. Oh, mais ils savent. Je les vois tout le temps, donc ils savent bien. Ben non, mais c'est vrai qu'ils ont tous été extra et on va les voir bientôt, puisqu'on va faire la fête de la greffe. Voilà. Mais Vous aussi, vous allez faire des fêtes de la greffe? Eh ben oui, parce on s'est toujours promis de la faire. Quand on attendait le greffon, on a dit quand ça arrivera, on fera une grosse fête, on invitera tout le monde, la famille, les amis, les gens de l'hôpital, tout le monde. Puis après, on marche un peu sur un fil. Et puis là, cette année, on a dit ça y est. Donc on l'a fait cette année. Et il y aura tout le monde. Et ils seront tous là. J'espère. Non, c'est des amours, ils sont extra. Merci à vous tous pour ces beaux témoignages. Merci à nos deux spécialistes. À bientôt Frédéric. Et si vous souhaitez des informations sur le don d'organes, connectez-vous sur www.dondorganes.fr. Nous voulions terminer cette émission en ayant une pensée pour les familles qui sont toujours dans l'attente d'une greffe. La rédaction est d'ailleurs en contact avec Julie et Nicolas, dont la petite Savannah attend un nouveau cœur. On leur souhaite beaucoup de courage et surtout, on leur souhaite que ce cœur arrive le plus vite possible. J'espère que vous aurez
compris le message qu'on a tenté de passer aujourd'hui et que vous positionnerez. Personne n'oblige personne, mais c'est important de prendre position sur ce sujet pour venir en aide à ceux qui attendent. Merci à vous tous de nous suivre chaque jour et n'oubliez pas votre rendez-vous Toute une histoire dans version féminin disponible ce week-end. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous découvrirons une histoire incroyable, celle de Frédéric, un surfeur tétraplégique. Mais si vous avez bien entendu, c'est possible. A tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'Histoire continue, nous allons vous faire découvrir un homme d'une force et d'un courage incroyables. Frédéric a eu son accident le jour même où il a su qu'il allait devenir père. Quand t'es papa, t'essaies de trouver toutes les solutions à ces petits soucis, quoi. Elle te demande quelque chose, tu montes. Oui, c'est pas accessible, mais ouais, je me débrouille. Pendant toute la grossesse de sa femme, il s'est battu pour retrouver un maximum d'autonomie. C'est un médecin. Il est rentré dans ma chambre, il me dit bon, essaye de bouger les jambes. Et ma jambe a un peu bougé. Et là, il me dit t'as vu, on peut bosser ensemble. Tous les jours, je me battais pour essayer de croire que peut-être un jour, je pourrais remarcher. Et depuis la naissance de Lou, c'est un papa en or qui est même devenu champion de surf. C'est impossible de pouvoir me passer du surf aujourd'hui. Dès que je suis parti à l'eau, d'entrée, le plaisir est venu d'être loin de mon fauteuil. Un destin exemplaire à découvrir dans quelques minutes. J'invite toute personne dans ma situation à vivre de leurs rêves. C'est grâce à un signalement sur Barbès qu'on a pu apprendre que mon père cherchait un hôtel. Donc il a dormi 2 nuits de suite et depuis plus rien. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Les dernières fois où on s'est vu, mon père avait clairement du mal à me reconnaître. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Exactement, il avait des sacrés signes en fait. Le dernier jour où notre fils a été vu, c'est le 4 octobre 2012. Stéphane est passé chez moi, je n'y étais pas. Et il a laissé son téléphone portable devant la porte de mon atelier. Depuis des mois, parfois des années, Nicole, Christian et Hicham doivent vivre avec l'absence inexpliquée d'un de leurs proches. Les premières choses qui ont été faites, ça a été de l'affichage. On a affiché là où on pouvait afficher, les endroits de passage. J'ai zoné dans le quartier pendant, on va dire, à peu près 3 mois. Je n'ai rien trouvé. La principale question qui se pose, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est entre les mains de quelqu'un? C'est vrai que plus les jours passent, il y a du découragement. Quelle est votre conviction? Quelque part, en train de manger des petits gâteaux, en train de regarder la télé. Cette émission, c'est comme une nouvelle bouteille à la mer pour eux. C'est une des dernières chances qu'on a de retrouver la trace de notre fils. Que quelqu'un se manifeste, qui puisse nous dire « on a vu Stéphane ». On peut vous dire que son parcours ne s'est pas arrêté là. Je n'ai pas prévu de m'arrêter tant que mon cœur bat. Je suis à ta recherche, papa. Caught the corner of my eye. We could both sneak out the back door. We don't have to say goodbye. Cause it's alright to waste time tonight.